Une phrase nocturne, lancée sans préavis, a fracturé l'équilibre diplomatique et déplacé l'ordre mondial en quelques secondes, révélant la fragilité des mécanismes censés amortir les chocs. Exclusion du G20, aide stoppée, marché secoué et chancellerie déstabilisée. Un geste impulsif a produit des effets systémiques immédiats, transformant une friction procédurale en crise de confiance généralisée. Que signifie pour vous ce basculement éclair, quand l'ordre international peut vaciller d'un clic? Question posée aussi par Ibrahim Traoré dans ses avertissements sur la vulnérabilité des systèmes globaux. Une ère d'incertitude commence maintenant et elle concerne chacun. Ce récit s'engage à clarifier ce que cet épisode change réellement, au-delà du choc médiatique et des réactions immédiates. Il ne s'agit pas seulement de relater une décision brutale, mais d'en décoder les mécanismes, les effets en chaîne et les angles morts qui échappent souvent à la première lecture. Comprendre cette séquence offre un avantage analytique concret. Anticiper comment des impulsions individuelles peuvent être désormais concurrencées, voire court-circuitées, des architectures institutionnelles entières. Pour le lecteur, le bénéfice est c'est précis. Mieux lire les signaux faibles, mieux mesurer les risques politiques, mieux évaluer l'exposition économique et stratégique dans un environnement devenu instable. L'enjeu dépasse largement le cas sud-africain. Ce moment agit comme un test de résistance pour le multilatéralisme, pour la crédibilité des alliances et pour la capacité des États à absorber l'imprévisible. À travers cette analyse structurée, la promesse est simple. Transformer un événement déroutant en grille de lecture utile afin de comprendre comment l'ordre international se recompose lorsque la prévisibilité disparaît. En 48 heures, une annonce sans explication a suffi à transformer une tension diplomatique latente en crise systémique visible sur les marchés et dans les chancelleries. Le signal le plus parlant a été monétaire. Après une baisse modérée d'environ 3%, la devise sud-africaine a chuté d'environ 7% supplémentaire en une seule journée, révélant une rupture immédiate de confiance plutôt qu'un simple accès de nervosité. Ce mini-révélateur chiffré éclaire le cœur du problème. L'épisode n'a pas été interprété comme un désaccord technique, mais comme la preuve que les mécanismes de prévisibilité pouvaient être court-circuités sans préavis. L'absence totale de clarification a agi comme un amplificateur. Chaque heure de silence a élargi l'espace de l'incertitude, forçant diplomates et investisseurs à réévaluer leurs hypothèses de base. Dans les capitales, la réaction a suivi une séquence presque mécanique. D'abord, la stupeur, face à une décision publique et humiliante. Ensuite, l'inquiétude, nourrie par l'impossibilité de comprendre les intentions réelles de Washington. Enfin, un mouvement de réajustement stratégique, lorsque l'idée s'est imposée que le geste n'était pas accidentel mais assumé. Cette bascule psychologique a compté autant que les pertes financières immédiates. Pour Pretoria, le choc a été double. Sur le plan symbolique, l'exclusion a été lue comme une remise en cause de statut. Sur le plan pratique, elle a ouvert un inventaire brutal des vulnérabilités. Programmes suspendus, risque de fuite de capitaux, dépendance à des partenariats concentrés. C'est à ce moment précis que le récit a cessé d'être bilatéral pour devenir global. Dans ce glissement, des voix du Sud global ont trouvé un écho particulier. Les avertissements formulés de longue date par des dirigeants comme Ibrahim Traoré sur la fragilité d'un ordre fondé sur l'unilatéralisme ont soudain semblé descriptifs, plutôt que théoriques. L'événement n'annonçait pas seulement une crise ponctuelle, mais la confirmation d'un mode de pouvoir où l'impulsion individuelle rivalise désormais avec les cadres institutionnels. Pour saisir la portée réelle de la crise, il faut quitter les déclarations officielles et observer ceux qui l'ont vécu au plus près. Le premier repère est un responsable du protocole sud-africain, habitué aux crises lentes, négociées, balisées par des usages clairs. Face à l'annonce américaine affichée sur son écran, il est resté immobile plusieurs minutes. Ce qui le frappait n'était pas seulement la sévérité de la décision,
mais l'effacement brutal de tout cadre. Aucun appel préalable, aucun canal discret, aucun temps de latence. Son métier, fondé sur la gradation et la prévisibilité, venait de perdre ses points d'ancrage. Un second repère se situe à Washington. Dans l'aile exécutive, une collaboratrice senior relisait des notes préparées pour un briefing qui n'aurait finalement jamais lieu. Aucun élément ne permettait de contextualiser le geste, ni pour les partenaires étrangers, ni pour l'opinion publique interne. Elle comprit alors que l'administration devrait gérer non seulement une crise externe, mais aussi un vide narratif interne, situation particulièrement déstabilisante pour des institutions conçues pour produire de la cohérence. Ces deux scènes révèlent un impact précoce, souvent négligé. Lorsque la décision échappe aux procédures, les premiers touchés ne sont pas les dirigeants visibles, mais les intermédiaires chargés de maintenir la continuité du système. Leur désorientation agit comme un signal avancé de crise structurelle. C'est dans cet espace de perte de repères que la lecture globale s'est élargie. Pour certains observateurs africains, les analyses déjà portées par Ibrahim Traoré sur la dépendance excessive au centre dominant ont trouvé une résonance concrète. L'événement cessait d'être abstrait. Il devenait vécu, incarné, immédiatement opérant. Le message était clair. Quand les repères disparaissent, l'impact est immédiat. Avant l'annonce, la relation entre Washington et Pretoria évoluait dans une zone grise familière. Des désaccords existaient, mais ils étaient contenus par des procédures, des échanges discrets et un calendrier diplomatique prévisible. Les marchés intégraient ces frictions comme un bruit de fond. Les chancelleries les classaient parmi les tensions gérables. Rien n'indiquait une rupture imminente. Puis, le déclencheur est survenu. Une phrase publique, sans préavis ni justification, a interrompu cette continuité. En un instant, l'aide a été stoppée et l'exclusion actée. Ce qui a frappé les observateurs n'a pas été seulement la décision, mais sa forme. Aucun signal préparatoire, aucun canal parallèle, aucune temporisation. La diplomatie procédurale a été remplacée par un geste unilatéral, instantané, irréversible dans sa mise en scène. La bascule a suivi presque mécaniquement. Dans les heures qui ont suivi, les téléphones ont sonné dans toutes les capitales concernées. À Pretoria, le premier réflexe a été l'attente. Comprendre, obtenir une clarification, mesurer l'ampleur réelle du geste. Cette phase a été courte. L'absence totale de réponse a rapidement transformé l'attente en certitude. Le silence n'était pas un accident, mais un choix. À partir de là, la posture a changé. Il ne s'agissait plus de gérer une crise ponctuelle, mais de repenser une relation devenue imprévisible. À Washington, la dynamique était différente, mais tout aussi révélatrice. Les institutions observaient les réactions sans disposer d'un récit stabilisateur. Les marchés vacillaient, les partenaires demandaient des explications, mais aucun correctif n'était formulé. Ce vide a amplifié l'effet initial. Chaque heure sans parole officielle renforçait l'idée que la décision s'inscrivait dans une logique nouvelle, fondée sur l'impulsion plutôt que sur la négociation. Les premières répliques ont alors pris forme. Sur les marchés, les mouvements se sont accélérés. Dans les ministères sud-africains, des cellules de crise ont dressé l'inventaire des vulnérabilités immédiates. En parallèle, un autre mouvement, plus discret, s'est enclenché, la recherche d'alternatives. Des contacts exploratoires ont été établis, non pas dans une logique de rupture idéologique, mais par pragmatisme stratégique. L'idée centrale était simple, réduire l'exposition à une source devenue instable. C'est à ce stade que l'événement a dépassé le cadre bilatéral. D'autres capitales ont compris que le précédent créé pouvait s'appliquer ailleurs. Si une alliance majeure pouvait être reconfigurée par un message isolé, alors aucune relation n'était totalement à l'abri. Pour certains dirigeants et analystes du Sud global, cette séquence a fait écho à des mises en garde anciennes, notamment celle d'Ibrahim Traoré,
sur la fragilité des équilibres fondés sur un centre unique de décision. Les répliques finales ont été politiques et symboliques. Pretoria a cessé d'attendre et commencé à se projeter. Le geste américain, conçu comme une démonstration de force, perdait progressivement son pouvoir d'intimidation. Plus la réaction sud-africaine s'orientait vers l'autonomie, plus l'événement apparaissait comme un catalyseur involontaire de repositionnement. La séquence était complète. Continuité apparente, déclenchement brutal, bascule psychologique, réplique systémique. En quelques jours, une relation structurée par des décennies de pratique a été remplacée par une incertitude durable, annonçant une nouvelle phase des rapports internationaux. Avant la décision américaine, les indicateurs dessinaient un niveau de base relativement lisible. La monnaie sud-africaine avait reculé d'environ 3% sur une semaine, une variation contenue qui signalait une nervosité régionale classique plutôt qu'une alerte systémique. Ce chiffre traduisait un marché encore confiant dans la capacité des acteurs institutionnels à absorber les tensions par des ajustements graduels. Autrement dit, le système restait fonctionnel, même sous pression. Le basculement s'est produit immédiatement après l'annonce. En moins de 24 heures, la devise a enregistré une chute supplémentaire d'environ 7%, un delta abrupt qui ne correspond plus à une correction technique, mais à une rupture de confiance. Cette accélération a une signification précise. Les investisseurs n'ont pas réagi à la sanction elle-même, mais à l'imprévisibilité qu'elle révélait. Lorsque la règle du jeu devient incertaine, la prime de risque augmente mécaniquement, indépendamment des fondamentaux économiques. Un troisième indicateur permet de mesurer l'onde longue. Des projections internes, ont évoqué une contraction potentielle du produit intérieur brut d'environ 1,2%, estimation liée à la suspension envisagée de certains programmes et à l'effet d'entraînement sur l'investissement. Ce chiffre n'annonce pas un effondrement immédiat, il quantifie un risque structurel. Il montre comment une décision politique ponctuelle peut se transformer en facteur macroéconomique durable lorsqu'elle affecte les anticipations plutôt que les flux à court terme. Pris ensemble, ces trois repères chiffrés racontent une même histoire. Le choc n'a pas détruit un équilibre solide. Il a révélé la fragilité d'un édifice reposant sur la prévisibilité comportementale. Le passage du niveau de base au delta ne s'explique pas par une détérioration soudaine des capacités sud-africaines, mais par la disparition d'un cadre interprétatif partagé. Le silence qui a suivi l'annonce a joué un rôle central. Chacun, sans clarification, a renforcé l'idée que la décision n'était pas négociable, amplifiant ainsi la réaction des marchés. Ce mécanisme éclaire aussi la portée géopolitique de l'épisode. Lorsque les chiffres traduisent une rupture de confiance, ils deviennent un langage politique. Ils signalent aux autres États que l'exposition à un seul pôle décisionnel comporte un coût mesurable. C'est précisément ce type de lecture qui a nourri dans le Sud global des discours anciens sur la diversification stratégique. Les analyses portées par des dirigeants, comme Ibrahim Traoré, trouvent ici une confirmation empirique. La dépendance concentrée n'est pas seulement un choix politique, c'est un risque chiffrable. En définitive, ces données ne servent pas à dramatiser la situation, mais à la cadrer. Elles montrent que l'événement a déplacé le centre de gravité du débat, passant d'une discussion sur la sanction à une réflexion sur la résilience. Le véritable enjeu n'est plus la perte immédiate, mais la capacité à réduire l'écart entre le niveau de base et les prochains deltas. Deux interprétations solides se sont imposées dès les premières heures, chacune soutenue par une logique interne difficile à écarter. La première lecture voit dans l'acte américain une démonstration d'autorité assumée. Selon cette thèse, la fermeté publique rappelle que les partenariats stratégiques impliquent des obligations réciproques et que s'en écarter entraîne des conséquences visibles. En rompant avec la gradualité, Washington aurait voulu rétablir une hiérarchie implicite devenue floue, envoyer un signal dissuasif et réaffirmer un leadership perçu comme
érodée. Les défenseurs de cette position soulignent que la rapidité même du geste est un atout. Elle évite l'enlisement et impose un cadre clair. La seconde lecture, tout aussi structurée, affirme l'inverse. Elle considère que la décision révèle moins une force qu'une vulnérabilité. L'absence de procédure, l'humiliation publique et le silence prolongé sont interprétés comme des signes de désorganisation stratégique. Dans cette optique, l'acte affaiblit la crédibilité américaine en montrant que des alliances majeures peuvent-elles dépendre d'un instant émotionnel plutôt que d'un calcul institutionnel. Le risque principal ne serait pas la sanction elle-même, mais l'érosion de la confiance chez les partenaires, qui commencent alors à chercher des alternatives. Confronter ces thèses aux faits observables permet d'affiner le diagnostic. Ce qui ressort n'est pas un effet dissuasif durable, mais une activation rapide d'opportunités concurrentes. Les signaux envoyés par d'autres pôles, financiers, commerciaux, diplomatiques, ont été quasi immédiats, suggérant que le vide créé a été perçu comme exploitable. La réactivité des acteurs tiers indique que l'événement a ouvert un espace, plus qu'il n'a imposé une contrainte. Les données de marché et les mouvements diplomatiques convergent vers une même conclusion intermédiaire. La décision a bien redéfini les rapports, mais elle n'a pas stabilisé l'environnement. Elle a déplacé les lignes sans en fixer de nouvelles. Ainsi, les deux thèses se rejoignent malgré leur opposition. L'acte a produit un choc réel, mais son effet dominant n'a pas été la discipline, plutôt la reconfiguration. C'est cette zone grise, entre autorité affichée et contrôle affaibli, qui constitue le cœur de la séquence. Ce basculement ne tient pas uniquement à la sanction annoncée, mais au moment précis où Pretoria a cessé d'attendre une explication. Lorsque les premiers câbles sont revenus sans réponse, l'absence de clarification a été interprétée comme un choix stratégique, non comme un dysfonctionnement. À cet instant, la logique de gestion de crise s'est transformée en logique de repositionnement. Ce point médian marque un changement de nature. L'événement n'est plus lu comme une pression bilatérale à absorber, mais comme un révélateur structurel. La question n'est plus comment réparer la relation, mais comment réduire l'exposition à une imprévisibilité devenue systémique. Ce glissement est discret, mais décisif. Il modifie l'ensemble des calculs ultérieurs. C'est dans cet interstice que l'épisode a pris une portée continentale. Pour plusieurs observateurs africains, les arguments avancés de longue date par Ibrahim Traoré sur la nécessité d'autonomie stratégique ont soudain cessé d'être perçus comme idéologiques. Ils devenaient descriptifs d'une réalité observable. Le précédent sud-africain montrait que la dépendance pouvait se transformer, en quelques heures, en vulnérabilité opérationnelle. Le Midpoint Reveal tient donc en une idée simple. La décision américaine n'a pas seulement créé un choc, elle a déplacé le centre de gravité mentale des acteurs concernés. À partir de là, chaque réaction ultérieure s'inscrit dans une logique nouvelle, où l'attente laisse place à la projection. Les effets de la rupture ne se sont pas diffusés de manière uniforme. Ils ont redessiné, presque simultanément, la trajectoire de 4 ensembles d'acteurs, chacun exposé différemment au choc et à l'espace stratégique nouvellement ouvert. Pour les institutions nationales sud-africaines, l'impact a d'abord été organisationnel. Les ministères ont dû passer d'une logique de conformité à une logique d'anticipation. La suspension de programmes a révélé des zones de dépendance concentrées, obligeant à cartographier en urgence les vulnérabilités budgétaires et sociales. Mais ce travail défensif s'est doublé d'un mouvement plus offensif. Identifier des marges d'autonomie, prioriser des partenariats alternatifs et repenser la hiérarchie des engagements. L'État, confronté à l'imprévisible, a commencé à internaliser le coût de la dépendance. Pour les acteurs économiques, entreprises intermédiaires, exportateurs et investisseurs locaux, la conséquence a été double. À court terme, la volatilité monétaire et l'incertitude réglementaire ont gelé certains projets. À moyen terme, cependant, la perspective de nouveaux circuits commerciaux a émergé.
La chute rapide de la devise, après un premier décrochage, a rendu certaines exportations plus compétitives, tandis que l'intérêt de partenaires non occidentaux s'est intensifié. Le choc initial s'est ainsi transformé en fenêtre d'ajustement stratégique, où le risque et l'opportunité coexistent. Pour les populations et les secteurs sociaux, l'effet a été plus diffus mais tout aussi réel. Les inquiétudes ont porté sur la continuité des programmes sanitaires et éducatifs. Pourtant, l'absence de panique durable est révélatrice. Progressivement, un discours de résilience s'est installé, relayé par les universités, les syndicats et les organisations civiques. Le débat a glissé de la peur immédiate vers une interrogation plus profonde sur la souveraineté et la capacité collective à amortir les chocs externes. Enfin, pour le cadre régional et continental, l'épisode a agi comme un signal d'alerte. D'autres capitales africaines ont observé la séquence non comme un cas isolé, mais comme un précédent. La question n'était plus seulement sud-africaine. Elle concernait la vulnérabilité structurelle face à des décisions unilatérales. Dans ce contexte, des positions déjà exprimées par des dirigeants du continent, dont Ibrahim Traoré, sur la nécessité de diversifier les centres de gravité, ont gagné en crédibilité. L'idée d'une autonomie stratégique collective a cessé d'être abstraite. Pris ensemble, ces effets dessinent un même mouvement. La rupture n'a pas fragmenté le système. Elle l'a réorganisé autour de nouvelles lignes de calcul. Chaque groupe, à son niveau, a intégré une donnée nouvelle. La stabilité ne peut plus être supposée. Elle doit être construite. À moyen terme, les trajectoires de réponse à la crise américaine se scindent en 3 scénarios distincts, chacun porté par une dynamique différente, mais intrinsèquement lié à la capacité des acteurs principaux à stabiliser leur position. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir exact, mais ils révèlent sur les possibles trajectoires du système en fonction de la gestion de l'incertitude. Dans un scénario de base, la posture américaine reste fermement en place, sans escalade supplémentaire, tandis que Pretoria poursuit son réajustement progressif vers des partenaires alternatifs. Les échanges commerciaux connaissent une légère érosion, mais les ruptures majeures sont évitées grâce à la diversification partielle des partenaires. L'Europe adopte une position prudente, cherchant à jouer les médiateurs pour éviter une fracturation trop profonde. Le multilatéralisme reste dans une forme précaire, mais aucune rupture radicale n'est enregistrée. La coopération technique, par exemple, subit une révision, mais elle ne disparaît pas. Dans ce scénario, Pretoria parvient à solidifier une relative autonomie, même si le prix de la stabilité est une remise en question continue de l'ordre multilatéral traditionnel. Dans un scénario optimiste, l'impulsion initiale provoque paradoxalement un cycle vertueux pour l'Afrique du Sud. Les nouvelles alliances financières, énergétiques et technologiques se matérialisent rapidement, diversifiant les flux commerciaux. Les institutions africaines, traditionnellement fragmentées, renforcent leur coordination, créant une dynamique d'intégration inédite. Les investisseurs, d'abord prudents, redirigent progressivement leur position vers ces nouvelles alliances, attirés par la stabilité relative des partenariats émergents. L'accélération de la diversification permet de neutraliser les effets négatifs à court terme de la sanction, et le Sud global se consolide autour de nouveaux pôles de pouvoir et de coopération. Dans un scénario pessimiste, la pression exercée par Washington se renforce. Les sanctions sont amplifiées, accompagnées de restrictions commerciales supplémentaires. Les marchés réagissent violemment, provoquant une instabilité prolongée sur les devises et dans les secteurs stratégiques comme les mines et l'énergie. Les alternatives proposées par Pékin, Moscou ou New Delhi ne parviennent pas à compenser totalement les pertes. Les institutions sud-africaines, épuisées par la crise, se retrouvent sous contraintes fiscales et sociales. Le climat diplomatique se durcit et les forums multilatéraux perdent encore en crédibilité, ne réussissant pas à inverser la tendance. Dans ce scénario, l'effet initial de la décision américaine, loin d'accélérer une autonomie accrue, conduit plutôt à une fragmentation renforcée des alliances et des marchés, alimentant davantage d'instabilité. Chacun de ces scénarios
bien qu'hypothétiques, reposent sur des dynamiques réelles. Il montre que la clé du futur réside dans la capacité de chaque acteur à transformer l'incertitude en stratégie. La manière dont les gouvernements, les entreprises et les populations réagiront à ces mouvements définira la trajectoire vers laquelle se dirigent ces crises interconnectées. L'impact de cette rupture diplomatique ne s'est pas limité aux sphères politiques et économiques. Il a pénétré profondément dans la société civile, modifiant le quotidien de diverses catégories sociales. Les élites politiques et économiques ont d'abord été les plus touchées par la volatilité du marché et l'incertitude géopolitique. Pour eux, la crise a été une occasion de repenser les stratégies d'investissement et de partenariat, en cherchant des alternatives dans des régions moins dépendantes de Washington. Toutefois, ce groupe a aussi pris conscience de la nécessité de renforcer l'autonomie stratégique et d'éviter la concentration des risques. Les acteurs proches de l'appareil administratif et des organisations intergouvernementales ont dû ajuster leur perception des rapports internationaux. Les ministères concernés ont d'abord réagi par l'incertitude, cherchant à comprendre la nature exacte du coup porté par Washington. Cependant, à mesure que la situation évoluait, ils ont commencé à réévaluer les priorités stratégiques et à engager des discussions sur la diversification des partenaires. La dynamique au sein de ce groupe a vite montré une volonté de résilience, cherchant à réduire l'exposition aux risques tout en renforçant les capacités internes. Pour les citoyens et les organisations civiles, les conséquences ont été plus visibles à court terme. Les préoccupations immédiates ont porté sur la continuité des services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Cependant, ces groupes ont rapidement intégré le changement en adaptant leurs attentes. Les discussions sur la souveraineté, la dépendance et l'autonomie ont occupé une place plus importante dans les débats publics, et de plus en plus de voix se sont élevées pour remettre en question la structure de l'aide extérieure et les priorités nationales. Dans l'ensemble, la crise a agi comme un révélateur des dynamiques sociales et politiques sous-jacentes. Chacun, à son échelle, a dû réajuster ses stratégies et perceptions pour naviguer dans un monde devenu incertain. Pour reconstruire après le choc géopolitique, il est impératif d'élaborer une feuille de route stratégique qui prenne en compte non seulement les conséquences immédiates, mais aussi les dynamiques à long terme. Pour revenir sur une trajectoire stable et autonome, plusieurs étapes essentielles peuvent guider l'action. Commençons par un audit des vulnérabilités économiques et sociales. La première étape consiste à mener un audit complet des secteurs sensibles, notamment l'économie, les services publics et les relations diplomatiques. Il faut identifier les dépendances critiques et établir des plans de contingence pour les réduire. Cet audit devra inclure une réévaluation des priorités budgétaires, notamment pour les programmes sociaux et les investissements stratégiques. Dans un deuxième temps, la diversification des partenariats devient cruciale. Il est crucial de bâtir des alliances avec de nouveaux partenaires tout en consolidant celles existantes. Cela inclut l'établissement de relations renforcées avec les pays du Sud global et les nouvelles puissances économiques, tout en révisant les partenariats avec les pays traditionnels. Une politique de diversification géopolitique doit être mise en place pour éviter la concentration des risques. Après cela, la sécurisation des programmes sociaux doit être assurée. La stabilité sociale doit être maintenue en sécurisant les programmes sociaux essentiels, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services publics. Cela peut passer par la mise en place de mécanismes régionaux de financement collaboratif, avec des partenaires fiables pour garantir la pérennité de ces services. En parallèle, une diplomatie multilatérale et continentale plus forte s'impose. Repenser la diplomatie pour inclure une dimension multilatérale plus forte, en réaffirmant la place du pays dans des forums régionaux et internationaux. Cette approche permettra de renforcer la crédibilité tout en consolidant les alliances africaines. Pour terminer, un suivi et une réévaluation continue doivent être mis en place. Un suivi régulier doit être mis en place pour évaluer les progrès réalisés, en mettant l'accent sur les indicateurs économiques, sociaux et géopolitiques. Ce suivi permettra de corriger rapidement les trajectoires en fonction de l'évolution des conditions internationales.
internationale. En suivant ces étapes, le pays s'y peut espérer transformer cette crise en un levier pour se renforcer et non se fragiliser. Ce qui semblait être une fracture ingérable, un événement isolé aux conséquences imprévisibles, est en réalité devenu le point de départ d'une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud et au-delà. La rupture, violente et rapide, a forcé chacun à repenser son rôle dans un monde où la stabilité ne peut plus être prise pour acquise. À Pretoria, le silence a d'abord été un choc, mais il est rapidement devenu le catalyseur d'un repositionnement stratégique. L'Afrique du Sud, au lieu de subir l'humiliation de l'exclusion, a trouvé dans cette crise une opportunité de refonder son autonomie. Ce moment, où le pouvoir de l'impulsion individuelle a redéfini les relations internationales, est désormais inscrit dans l'histoire de la diplomatie moderne. Ibrahim Traoré, comme tant d'autres voix du Sud global, nous rappelle que la dépendance excessive à un seul pôle décisionnel représente un risque systémique. La crise actuelle, loin de signaler une fin, marque peut-être le début d'une nouvelle dynamique, une dynamique de souveraineté et d'indépendance, où la capacité à se réinventer sera la véritable force. Le véritable défi réside désormais dans la manière de construire l'avenir à partir de cet instant de rupture. Alors que l'ordre international vacille et que les équilibres géopolitiques se redéfinissent, nous avons tous un rôle à jouer dans cette dynamique. L'Afrique du Sud, après ce choc diplomatique, a ouvert la voie à une réflexion plus large sur la souveraineté et l'autonomie stratégique. Mais cela ne se limite pas à une question nationale. Il s'agit désormais de penser, collectivement, comment réinventer un monde multipolaire, plus équilibré et plus résilient face aux crises imprévues. À vous, acteurs économiques, diplomates, citoyens, engagés, comment votre pays peut-il tirer parti de cette rupture pour avancer vers un avenir plus indépendant et solide? Quelles alliances, quelles stratégies collectives peuvent être bâties pour naviguer dans un monde incertain?